Ok, du coup, bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast de We Love Devs. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Huckmess, qui est le fondateur de The Mature Dev, dont j'écoute les podcasts aussi, qui s'adresse principalement aux indie hackers. Est-ce que c'est correct, Anthony? C'est correct. Alors déjà, salut Damien et merci de me recevoir. Et alors, c'est tout à fait correct. J'ai pas mal de casquettes, on va en parler, je pense. Mais ouais, fondateur du podcast Mature Dev qui aide les développeurs à se lancer en mode plutôt bootstrap. Je voulais t'inviter pour faire ce portrait parce qu'il y a plein de sujets. Toi, tu as une expérience en tant que dirigeant, tu es développeur, aujourd'hui tu es indépendant et donc le métier de développeur, tu l'as observé sous différents aspects. Et donc la première question que je pose à tous les invités en ce moment et je la pose aussi, c'est quoi un développeur d'après toi en 2021? Alors pour moi, le développeur en 2021, c'est un développeur qui va vraiment sortir de sa zone de confort, donc qui va arrêter de se cacher derrière son écran. Alors je vais pas rentrer dans le gros cliché, tous les devs sont pas les mêmes, mais souvent on est quand même les mêmes. On n'aime pas trop discuter, on n'aime pas trop se montrer. Et moi, le dev de 2021, j'ai envie qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il aille parler à des gens, qu'il parle à des clients potentiels, qu'il découvre des problèmes autour de lui et qui se mettent à créer lui-même des solutions pour pourquoi pas lancer son propre SaaS qui va lui permettre de générer des revenus récurrents et de vivre finalement la vie de ses rêves. Et j'irai encore plus loin parce que c'est vraiment une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est de partager ce qu'il fait en public. Donc que ce soit sur un Twitter, que ce soit sur un podcast, peu importe, mais sur une chaîne Twitch, on voit de plus en plus des makers qui se disent, bah voilà, je lance un nouveau projet et je partage ce que je fais autour de moi. Ça permet vraiment de créer une dynamique en fait et aussi d'avoir un petit peu un effet de réseau, parce que souvent les devs, quand ils lancent quelque chose, ils le font seuls dans leur coin, et du coup, quand ils veulent lancer, ils se retrouvent avec un projet qui démarre pas, qui décolle pas, et ils abandonnent très vite. Le fait de le faire en public, ça peut aussi fédérer autour de soi, créer des liens, des connexions qui vont t'aider par après à lancer ton projet et aller plus loin et plus vite. Donc moi, le dev Ouais. de dev en 2021, ça serait ça. Ok. Les développeurs qui prennent la parole en public et qui vont vers les autres, en vrai, il faut que tu m'aides à recruter des invités pour ce podcast parce que j'interviewe pas que des célébrités, des gens qui prennent la parole en public. Est-ce que tu peux confirmer que là, on est très confortable? Les gens qui n'ont pas de micro, je leur envoie des Yeti, je leur envoie un Yeti Nano. En vrai, il y a pas de raison de refuser de refuser de passer sur le podcast. On est d'accord? Tout à fait, je pense que les devs, en fait, tu sais que moi, ça fait seulement depuis MatureDev que je me suis exposé. Avant, tu trouvais aucune trace de moi quasiment sur Internet, quoi, tu vois. Pourtant, comme tu l'as Mhm. dit, j'ai lancé plein de projets, je suis entrepreneur depuis longtemps. Et c'est seulement depuis 9 mois, depuis que j'ai lancé MatureDev, que ça y est, je me suis exposé et j'ai plus peur de montrer, et de parler de mes idées et d'être franc. Et c'est vrai qu'avant ça, je l'avais jamais fait. J'avais même pas de compte Twitter, j'avais un Facebook privé où j'avais juste quelques potes et voilà, quoi. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'extraverti ou d'introverti? Ouais, non, je suis très introverti justement, clairement. Pour moi, c'était un effort de lancer le podcast et de commencer à communiquer et d'exposer ma voix comme ça devant tout le monde. C'était un gros effort au départ. Ouais. Maintenant, je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais au début, c'était difficile. Ouais. Au final, tu proposais un contenu qui te ressemble et ça t'a permis de rencontrer des gens qui te ressemblent, donc c'est cool. Ouais, c'est ça qui est génial avec Mature Dev, c'est que je reçois des messages quasiment tous les jours d'autres devs et qui me disent que le fait d'écouter le podcast, ça leur montre que c'est possible, qu'il y a pas que déjà qui rêvent de cette vie-là et qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à le faire. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses aujourd'hui avec Mature Dev, c'est ça, c'est de voir que vraiment j'aide d'autres personnes à croire finalement à leurs possibilités et au fait qu'ils peuvent eux aussi y arriver, quoi. Et Thomas, qui était un premier développeur, il est venu chez nous, il savait pas faire du Git, mais il savait faire du Flexbox. Il est venu chez nous il y a 3 ans, nous disant qu'il voulait plus tard créer des SaaS et être autonome comme ça. Et je pense au 4e épisode, avant que tu m'aies invité déjà sur ton podcast, je lui avais fait découvrir le podcast, il le trouvait génial. Je pense qu'il t'écoute toutes les semaines. Tu aides vraiment des gens toutes les semaines dans leur projet, quoi. C'est cool. Ça fait super plaisir, franchement, c'est cool. Attends, en vrai, je vais encore me faire traiter parce que je fais de l'entre-soi et de la complaisance. C'est quoi ton parcours? À quel moment tu deviens dev dans ton parcours? À quel moment tu mets en prod quelque chose qui reste en prod, quoi? C'est quoi le premier truc que tu as mis en prod qui est resté vraiment en prod, tu vois? Alors, je deviens dev assez tôt, à 15 ans, vraiment. Enfin, j'ai eu la DSL en fait quand j'étais assez jeune, à 12 ans, j'ai eu mon premier ordi avec la DSL et donc j'ai passé plein de temps sur le web. Et à 15 ans, je me suis réveillé, je me suis dit mais je veux faire mon site, quoi, mon propre site moi-même. Donc j'ai appris HTML, PHP par moi-même. Et en fait, j'étais à l'époque, je suis toujours un grand fan du Standard de Liège, le club de foot de ma ville, et j'ai lancé RSL.be, qui est devenu le plus gros site de supporters du Standard, un espèce de forum avec pas mal de choses. Et du coup, il est resté, je m'en suis occupé pendant 4 ans, je pense, et puis je l'ai donné à un groupe de supporters parce que moi j'en avais un peu ras-le-bol et je voulais passer à autre chose. Mais c'était ma première grosse expérience entrepreneuriale et vraiment ça m'a mis toutes les bases pour la suite de ma carrière parce qu'on se rend pas compte, mais quand tu lances un site comme ça qui est utilisé par plein de gens, tu es obligé de faire attention à plein de choses, que ce soit ton orthographe, que ce soit la manière dont tu parles avec les gens, etc. Et vraiment, ça m'a vraiment lancé pour la suite de ma carrière en tout cas.
Pour qu'on rajoute des choses sur la photo, là, ici, c'est quoi? C'est un forum en PHP-BB, parce qu'à l'époque, ça se faisait que c'est... Exactement, exactement. Donc moi j'ai développé un site où il y avait plein de trucs, du contenu, des news tous les jours. En fait, tous les jours je publiais des news de tous les journaux. Je crois tous les journaux belges qui Tu parlaient du l'as codé Standard. comment? De quoi? C'était du PHP, tu l'as codé en PHP PHP à l'époque. et j'ai intégré un PHP-BB dedans, tout à fait. C'était un Ouais, PHP, un ouais, PHP, exactement. Ouais. et C'était tu aussi l'avais hosté comment? les animations Flash. J'avais, tu vois, les gros. J'avais une belle animation Flash au début quand tu avais ce site avec une belle musique et tout. C'était génial, quoi. C'était vraiment la belle époque. Comment t'as trouvé un web hosting? Parce que j'imagine que quand t'avais 15 ans, trouver un web hosting, enfin, il n'y avait pas OVH, quoi. Non, j'étais chez Amen. Il y avait Amen.fr. C'est pas connu ça, Ah, même Amen.fr? Ouais. je sais pas. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. C'était énorme. À l'époque, j'avais payé 100 balles, c'était énorme. Mes parents avaient bien voulu m'aider. Et puis finalement, j'ai quand même trouvé après des sponsors Mais bon, là, je te parle déjà de le projet évolué. Le tout début, c'était Multimania. Hein. J'étais chez Multimania. C'était Standard 007. Tu vois, le truc avec des Ouais. pubs, avec un nom de domaine en .be, .tf. Voilà, c'était le tout début, quoi. C'était vraiment. Ouais, j'ai eu des sites web en .tk aussi. Ouais, Parce que le exactement. .tk était gratuit. Ok. Et à quel moment t'as fait une formation pour apprendre le métier de développeur, tu m'as dit? Un Ouais, bachelor, c'est ça? tout à fait. Donc j'ai fait un bachelier en Belgique. C'est 3 ans. Ça me convenait super bien parce que moi je me voyais pas du tout en sortant de l'école. Nous c'est ce qu'on appelle les secondaires en Belgique. Je me voyais très mal faire des études universitaires très théoriques, etc. Pendant 5 ans, j'avais envie de développer, j'ai envie de lancer des trucs. Et ce bachelier, bah, c'était pour moi le bon plan parce que c'était super pratique du coup. Donc c'était t'apprenais le Java et directement t'avais des labos, tu devais développer une appli en Java, etc. Et c'était vraiment très pratique, quoi. Je vais essayer de raccrocher au système français. Parce qu'en fait, le système anglo-saxon a le bachelor qui est l'équivalent qui est traduit en français au Québec en baccalauréat et qui est l'équivalent de la licence chez nous. Donc, c'est bien une formation que tu fais en général entre 18 et 21 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. Moi j'avais 18 ans quand je l'ai faite et j'avais 21 ans quand je suis sorti. Donc 3 ans complets. Ouais. Mais c'est nous qui sommes bizarres, hein. On est le seul pays du monde où tu as un baccalauréat à 18 ans. C'est ça qui n'a pas de sens, parce que le baccalauréat en France, ça correspondrait au au bachelier que tu as. Mm. Alors qu'en fait, il y a un décalage de niveau de formation. Le baccalauréat français, il est 3 grades en dessous que le reste du monde. Ok, donc c'est cool. Et ça se fait pas dans une université, un bachelier? Non, si tu fais l'informatique à l'université, honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, tu vas avoir des sujets super variés sur l'intelligence artificielle. Enfin, tu vois, tu vas vraiment parler de choses complètement différentes Mhm. qui m'intéressaient pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment le plus rapidement possible devenir un dev, avoir mon diplôme, pouvoir commencer à bosser en tant que dev. C'est vraiment ce que je voulais. Et j'avais pas envie de faire toute cette partie-là, honnêtement. Ça me parlait pas. D'ailleurs, j'ai quand même essayé parce qu'à l'époque, mes parents, moi, j'ai un grand frère qui a une carrière, tu vois, finance, etc., qui a fait des grandes études et tout. Mes parents, oui, Anthony, tu vas faire un bachelier, c'est pas comme super, tu auras un petit salaire, etc. Donc mes parents me poussaient quand même fort et j'ai voulu du coup faire une passerelle. Donc tu peux faire une passerelle après de ton bachelier vers l'université et j'ai fait un mois et après un mois je suis parti en courant parce que laisse tomber, quoi. Parce que en Belgique, du coup, la voie royale, ça reste quand même l'université, et les écoles et les formations privées, c'est moins bien. Ouais, disons que c'est quand même moins bien vu et dans le sens si tu fais comme moi ce que j'ai fait à bachelier, ce qu'on va te dire c'est ouais, tu seras dev toute ta vie, quoi. Tu seras dev toute ta vie, si tu vas un jour prendre des responsabilités de ça, tu pourras pas parce que t'as pas le diplôme associé, ton salaire restera petit et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai voulu finalement faire cette passerelle et parce qu'on m'avait convaincu de ça. Les profs aussi, certains profs te poussent vers là. Mais voilà, moi je suis rendu compte que c'était complètement du pipeau au final et que ta carrière c'est toi qui la dirige, et c'est toi qui vas où tu veux et c'est pas ton diplôme ou tes études qui vont te faire aller là où tu vas aller. En vrai, je pense que ce que tu as fait comme formation en Belgique, ça ressemble à ce qu'on fait en IUT Info en France. Ça reste l'université, hein, les IUT en France. Par contre, c'est vraiment des formations spécialisées, très professionnalisantes, avec un DUT et une licence pro en général. Et donc, c'est très appliqué. Tu fais du code et t'es entre codeurs quand même, quoi. Exactement. Euh, Ouais. donc, ouais, effectivement, je comprends. Ok. Et ton premier taf, il ressemble à quoi? Mon premier taf, c'est une petite start-up à Liège, justement, où on développait en Java une solution de signature. En fait, en Belgique, tu avais la carte d'identité électronique, si tu veux, tu pouvais déjà signer de manière digitale, et ils faisaient l'équivalent du recommandé postal en Belgique, donc c'est-à-dire que tu pouvais envoyer un email, mais qui était vraiment signé avec des vraies preuves, etc., de la crypto et tout ça. Ça s'est très mal passé dans le sens où c'était deux cofondateurs, et ça m'arrivait souvent de bosser tout seul de chez moi ou du bureau. Et quand tu as 21 ans, que tu sors de l'école, c'est pas ce que tu as envie. Enfin, moi, en tout cas, j'avais quand même envie un petit peu rencontrer des gens, tu vois, avoir des collègues et tout, et pas bosser tout seul dans mon coin. Donc, je suis parti après 7 mois parce que simplement, il y avait le Luxembourg à côté. Et quand tu es à Liège, le Luxembourg, c'est un salaire qui est super intéressant parce que t'es beaucoup moins taxé. Et donc là, je suis parti 3 ans comme consultant au Luxembourg, ouais, pour bosser pour des boîtes comme Eurocontrol, par exemple, où on faisait des applications web pour gérer le trafic aérien, ce genre de trucs-là.
Tu faisais la route toutes les semaines? Tu faisais la route tous les jours? Alors j'ai fait la route tous les jours pendant 6 mois et puis mon meilleur pote a été engagé dans la même boîte et on a pris un appart à Arlon, donc c'est à une demi-heure de Luxembourg. Et Cette route-là, elle est marrante. Moi, je l'ai faite plusieurs fois déjà. Elle est toute droite et il y a des vallées incroyables. Genre, ma 106, elle a pas assez de puissance des fois dans les côtes. Je suis obligé de c'est redescendre à 90 sur certaines côtes. c'est une route super sympa, sauf l'hiver quand il y a plein de neige et que qu'il fait noir et que ouais, là c'est moins sympa. Ouais, non, oui, oui, clairement. Oui, je l'ai déjà pris. Je suis allé au Voxed Day lu et je suis rentré en voiture, du coup, depuis Mondorf-les-Bains. Et ben, je peux te dire que ouais, j'étais triste à l'arrivée parce que je suis arrivé après minuit et la route, elle est pas bien éclairée, t'es triste. C'est clair. Euh, ok. Into the Web, c'est ta première chose dont t'es fier, la première chose que t'as construit? Ouais, tout à fait. Donc, quand je lançais cette boîte au Luxembourg, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas d'être employé, de bosser sur des projets d'autres personnes, de devoir répondre à des clients, etc. Enfin, j'étais pas heureux dans cette boîte et j'avais depuis toujours envie d'entreprendre. J'avais essayé de lancer plein de projets, ça c'est autre, mais que j'ai jamais réussi à faire décoller parce que j'avais pas, à l'époque, je faisais n'importe comment. Et du coup, je me suis dit, bah, j'arrive pas à lancer mon SaaS, donc c'est pas grave. Je vais faire plus facile. Je vais lancer ma boîte d'informatique. Là, au moins, je sais que, bah voilà, je suis certain que je vais y arriver et ça va le faire, quoi. Et donc, j'ai lancé cette boîte. Effectivement, à l'époque, l'iPhone venait de sortir un an avant, donc j'ai fait une boîte de développement mobile en fait. Très vite, j'ai eu pas mal de clients, j'ai dû engager. Et finalement, pendant 8 ans, j'ai géré cette boîte. J'avais à la fin 10 employés. Mais c'est juste que j'étais hyper malheureux. Donc après 3-4 ans, j'ai commencé à avoir ras-le-bol parce que C'est quoi les années là? Parce que Là, donc j'avais 25 ans. Donc j'ai lancé Into the Web en 2010. Et j'ai quitté Into the Web fin 2017. en vrai, 2010-2017, c'est vrai que les applis mobiles, c'était trop bien. Ouais, Genre, c'était moi, la... à l'école, on apprenait Android et tout. Est-ce que tu as fait beaucoup d'iOS native du coup? Ouais, toutes les premières applications mobiles, c'est moi qui les faisais en iOS, enfin, bon, en Objective-C. À l'époque, il fallait encore gérer sa mémoire, etc. Il fallait pas oublier de réaliser ces objets, sinon voilà, c'était assez comique. Bêtement, pour afficher une image dans mon application iOS, maintenant, tu as des libres qui le font très bien, etc. Tu vois une image depuis le web. Tu Ouais, n'imagines même pas ce que j'ai dû développer pour simplement afficher une image depuis le web, ce que j'ai dû tester. depuis une URL, ouais. On Ouais. se rend pas compte comment c'était compliqué, effectivement. Mais moi, quand j'ai commencé, il commençait à y avoir des libs. Et les libs sur Android, c'était mieux que les libs sur iOS pour le faire. Mais effectivement, il commençait à y avoir des libs. Genre, t'avais un truc, tu rajoutais le package dans Cocoa Pods et après, t'avais 7 images with URL qui se rajoutaient sur les 8 images, je crois, hein. Ouais, Et c'est, exactement. ouais, ouais. Ah, c'était trop bien. Mais en fait, c'est Et marrant parce que du coup, là, c'est la belle partie Into the Web, tu vois, où je me marrais, je développais moi-même, j'apprenais les nouvelles technos, j'ai appris Android, j'ai développé. Et puis après, ça a grossi, j'ai eu des employés et j'ai passé mon temps finalement à gérer des employés, des clients et des merdes. Et c'est ce qui m'a fait finalement me dire, ouais, bah, j'en ai marre et j'ai envie de revendre parce que j'avais passé autre chose. Et c'est pas ça que je veux pour ma vie, quoi. C'est pas ça que je voulais pour ma vie. Mais dans tous les cas, ce que je voudrais savoir, c'est que déjà, en fait, c'est accessible. Enfin, t'as pris ce que t'as fait, c'est tu trouves un client qui a un besoin, tu lui proposes un projet, et puis finalement, soit tu le livres toi-même et tu envoies la facture, soit t'embauches des gens pour le faire. C'est comme ça que t'as monté la chose. C'est ça, en fait, il suffit, entre guillemets, de trouver des clients. Alors, moi, la Oui, chance je que veux pas être réducteur, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, enfin, je veux dire, c'est que voilà, c'est pas inaccessible. Non, non, clairement pas. La preuve, moi j'avais 25 ans, j'avais aucune connaissance en marketing, en vente, en quoi que ce soit. Donc, moi c'était ça. C'est la chance que j'ai eue quand même, c'est que le mobile était quand même assez récent. Et donc très vite, j'étais bien référencé sur. Si tu tapais développement d'applications mobiles, Liège, Bruxelles, etc. Bah, je ressortais très vite de les résultats. Et honnêtement, Into the Web a fonctionné grâce au référencement. Alors c'est pas hasard, ce référencement, ça m'a intéressé pendant de nombreuses années. Déjà à l'époque de mon site du Sonar, j'ai appris le référencement. Donc ça s'est fait parce que je m'étais formé à la base. Mais c'est clair que moi j'ai vécu du référencement et puis du bouche à oreille. Clairement, j'ai jamais dû faire de gros marketing ou autre pour Into the Web. Ouais. Puis en vrai, moi j'ai arrêté de faire des applis mobiles quand j'ai commencé à faire Je cherche un dev en fait. Donc c'était 2016 ou 2017. Et j'ai l'impression que moi j'en ai fait du freelance en appli mobile, je pouvais trouver facilement tout. Il y avait souvent des entrepreneurs qui voulaient mettre 4 000, 10 000, 20 000 euros pour mettre une application sur les stores, tu vois. Mais ça a fini quoi. Je veux dire aujourd'hui plus personne veut faire des applis sur l'App Store pour essayer de lancer un service ou quoi. C'est la course à publier des trucs sur les stores, elle a fini en 2016-2017, je pense, hein. Ouais, clairement, clairement. Bah, disons que moi, au début, ce que je disais toujours, c'est que chez Intoweb, je faisais des applications mobiles qui servaient à rien. On faisait des applications mobiles parce que les gens voulaient être sur le store et voulaient que leur marque y soit, etc. Ma plus grosse application mobile, c'était un magasin de cuisine, tu vois. Donc, il y a une grosse chaîne qui s'appelle Ego à Belgique. Ils ont une quinzaine de magasins, ils vendent des cuisines. Et ils voulaient absolument être sur l'App Store, tu vois. Donc, j'ai fait une application mobile où tu avais géolocalisation des magasins, tu avais leur catalogue produit, etc. Mais au final, c'était du pipeau, quoi. Ça servait à rien. Moi, j'étais content parce que j'ai facturé ça à l'époque 15 ou 20 000 balles. Mais au final, quand tu te dis après, tu analyses,
ouais, bah, j'ai passé mon temps pour faire ça, ça aide vraiment, au final personne. Et est-ce que j'aime faire ça? Bah non, quoi. Par contre, après, ça a quand même évolué. Les clients que j'avais chez IntoTheWeb, à la fin, c'était vraiment des entrepreneurs, comme beaucoup des gens qui voulaient lancer, qui avaient une idée d'application, qui voulaient développer ça, ou bien des plus grosses entreprises qui voulaient, genre une mutuelle, par exemple, tu vois, qui voulait offrir une application mobile. Là, ça avait beaucoup plus de sens. Donc moi, j'ai vraiment vu les applications mobiles qui étaient à la base, là, juste pour la gloire, tu vois, pour dire on est sur le store et on est content et on a dépensé du fric et tant mieux. Et après, ça a quand même évolué vers des applications mobiles, des vrais projets, mais souvent qui se cassaient la gueule. Faut être honnête, c'est souvent des applications qui, les gars mettaient 20, 30 000, voire plus, hein, et au final, bah, ça marchait pas. Et voilà. Donc j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs passer comme ça et ça m'a pris beaucoup. Hein, ça m'a pris énormément. Bah, en fait, quand j'ai eu beaucoup de clients, en fait, je pense que j'en ai eu marre au bout d'un moment aussi parce que quand tu vois le client, alors déjà j'ai eu des clients qui avaient dépensé 10 000 euros pour faire les maquettes, tu vois, et qui me demandaient à moi de faire l'application pour 5 000, tu vois, et qui avaient 0 euros pour la promotion ensuite. Et j'étais en mode, mais en vrai, je peux prendre votre budget de 5 000 euros et vous livrer quelque chose. Mais je sais que vous allez être pas content, mais c'est pas de ma faute, c'est juste que vous n'allez pas faire la promotion de l'application, vous n'avez pas calculé que ça prend moins 20 euros d'installer un utilisateur, et vous allez être pas content à la fin. Je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je le fais. En fait, c'est triste, mais à la fin, je voyais les clients arriver et je mettais un devis, etc. Dès le premier rendez-vous, je savais que leur projet ne marcherait pas, tu vois. Mais tu peux pas leur dire. Parce que toi, tu as 10 personnes à payer derrière, tu as besoin de leur argent. Mais je savais à qui j'avais affaire dès le premier rendez-vous. Tu sais, ok, lui, c'est quelqu'un qui rêve d'une application mobile, mais il a aucune compétence en rien d'autre pour faire sa promo, comme tu dis, etc. Et tu sais que ça va pas marcher, mais ouais, bah, tu vas quand même lui facturer tes 40 ou 50 000 balles parce que ça fait vivre ta boîte et t'as pas le choix, quoi. Ouais. Je pense que le projet mobile que j'ai préféré, parce que chez Altran, j'ai fait des projets qui servaient à rien aussi, hein. Ou du moins, en vrai, peut-être qu'ils servaient, mais je connais pas le personnel utilisateur, je l'ai jamais vu dans la vraie vie. Faut pas être médisant là-dessus. Mais chez Ecomobi, j'ai bossé sur les applications Ocean Drive et Chronodrive, tu vois. Et elles, je voyais des gens, enfin, elles faisaient des millions de chiffres d'affaires, tu vois. Il y avait des gens tous les jours qui utilisaient pour faire leurs courses, et même moi, j'utilisais pour faire les courses à l'époque, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir un code qui est d'ailleurs trop rigolo, hein, genre les feedbacks utilisateurs, un utilisateur qui met sur l'application de Ocean Drive que l'application de Chronodrive, elle est mieux et qu'on devrait s'inspirer de la concurrence, alors que c'était nous qui faisions les deux. Je trouvais ça trop drôle. Mais en fait, ouais, c'est vrai que moi j'étais heureux parce que mon code il servait à quelque chose et puis on avait l'impression de contribuer à réinventer le retail, tu vois. Donc ça me rendait heureux. Faire du code qui sert à quelque chose pour toi, c'est important. Ah oui, clairement. Enfin, je veux dire, c'est quoi la motivation quand t'es dev et que tu travailles pendant 2 ou 3 mois sur une app et qu'au final tu sais que derrière ça va couler après 2 semaines ou que ça marchera pas parce que déjà toi t'y crois pas et tu sais qu'au final ça marchera pas. C'est clair que pour moi c'est important. Enfin, en tant que dev, ouais, contribuer à quelque chose et pas juste pisser dans son code dans son coin qui va durer 3 mois et puis le repo guide va mourir et puis voilà, ça n'a rien de motivant moi je trouve. Ok, aujourd'hui tu bosses sur Photo Studio. Enfin, Photo Studio, c'est ce qui te permet de vivre en tout cas. Combien de temps ça t'a pris de le construire en fait? Alors Photo Studio, donc juste pour ma femme est photographe, donc c'est parti d'un jour quand j'ai vendu ma boîte, je me suis retrouvé à la maison, je me suis rendu compte qu'elle avait pas mal de galères pour gérer son activité de photographe et moi je rêvais de lancer un SaaS à nouveau et donc je me suis dit bah allons-y, je vais faire une étude de marché auprès de photographes, j'ai rencontré une trentaine de photographes, on a discuté et je me suis rendu compte que tous avaient le même problème. Donc ça je te parle, c'était en avril. J'ai fait cette étude de marché fin mars début avril 2018 et je me suis donné du coup 3 mois, donc j'ai développé jusque fin juin en mi-temps plus ou moins, parce qu'à l'époque j'avais une petite mission de freelance dans un incubateur de start-up à Liège où je les aidais un petit peu justement sur quelques projets. Donc à mi-temps j'ai bossé là-dessus pendant 3 mois et je me suis retrouvé avec mon premier MVP que j'ai mis en bêta pendant tout l'été. Et là, en fait très vite j'ai eu vraiment des super retours. J'ai plein de photographes qui en ont parlé et je suis vraiment arrivé au bon moment avec une bonne solution et très vite ça a pris et en fait j'ai lancé en début septembre la version officielle. Et dès le premier jour, j'ai eu, je sais pas moi, une cinquantaine de premiers paiements d'abonnements annuels et tout pour mon projet. Et depuis aujourd'hui, Photo Studio, c'est 1200 clients payants, donc j'ai dépassé les 30 000 euros de MRR. Et voilà, je continue à faire, donc c'est clairement mon activité principale et je dirais même plus loin. Donc là, je viens de lancer la version il y a quelques mois, la version multilangue. Donc c'était uniquement français au départ et là maintenant c'est anglais, allemand, néerlandais. Donc l'idée c'est de devenir un petit peu le leader du CRM pour photographes en Europe, quoi. Je vais aller droit au but. En fait, ce qu'on sait tous les deux, c'est que tu as fait un gros travail pour comprendre le besoin du client et créer une solution qui lui correspond. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé pendant mon temps le lean startup, le running lean, etc.
À quel moment ou à quel endroit tu as appris ça? C'est quoi le moment dans ton parcours où tu as le déclic et tu apprends à aller chercher les utilisateurs, comprendre c'est quoi leurs problèmes, comprendre le marché et construire quelque chose qui leur correspond, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est comme toi, les références Lean Startup, etc. Donc, depuis toujours, je lis beaucoup. J'adore lire. Je lis jamais de la fiction. Je lis des bouquins pour orienter entrepreneuriat, etc. Donc, c'est clair que c'est des choses que j'ai lues, que j'avais jamais mises en pratique. Moi, je les ai Mais pas lus, hein. donc, moi, disons que Lean Startup, tu vois quand même, voilà, je les ai lus et ça t'apprend pas mal de choses, mais ça reste flou, quoi, parce que tu l'as jamais mis en pratique et donc, tu as une vague idée de comment le faire. Mais par contre, grâce à Into the Web, j'ai vu passer beaucoup d'entrepreneurs, j'ai vu pourquoi ils se plantaient et j'en ai quand même vu quelques bons qui passaient ou en tout cas qui avaient beaucoup plus de potentiel et j'ai quand même vu aussi ce que eux ont fait pour que leur projet fonctionne et donc je me suis quand même nourri aussi de ça, tu vois, de toutes ces expériences que j'ai vécues, ces personnes que j'ai rencontrées. J'ai que ça plus ce que j'ai appris et ça m'a permis en fait pour ce projet-là de me dire maintenant je vais pas faire comme quand j'avais 20 ans et faire un projet que je vais développer dans mon coin, que je vais lancer et qui va faire un beat total. Non, je vais essayer de faire je vais faire l'inverse et je vais d'abord aller parler avec des gens avant de commencer à coder, quoi, et je vais être sûr que ce que je veux développer ça a vraiment un vrai intérêt pour eux et que ça va vraiment les aider dans leur job au quotidien, quoi. Donc je vais dire voilà, j'ai eu ça et puis je me suis dit maintenant mets-le en pratique, ce que tu as lu, ce que tu as appris sur les années, mets-le en pratique et vois ce que ça donne, quoi. Ok. Euh, du coup, c'est intéressant parce que vu que l'impact sur les utilisateurs finaux, c'est ce qui te motive. Là aujourd'hui, du coup, parce que tu vois, par exemple, moi j'ai développé des applis pour des magazines. C'est sûr qu'il y a des gens qui l'utilisent, c'est juste que j'ai aucun affect pour le persona des gens qui l'utilisent, parce que j'en connais pas dans la vraie vie, tu vois. Et toi, du coup, ça te satisfait d'avoir monté Photo Studio parce que tu connais ta femme et tu connais ton persona et t'as créé un affect pour ce persona-là, tu vois. Alors Euh, c'est quoi le persona qui, tu vois, si aujourd'hui tu étais libre et tu pouvais recréer, genre, qui tu voudrais aider, tu vois? Alors, c'est marrant comme question parce que je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que tu dois avoir de l'affect pour ton client final pour lancer un projet qui te plaît. C'est-à-dire que moi, oui, ma femme est photographe, mais de quoi? C'est venu en chemin. Tu l'avais pas au Ouais. début. À la fin, il est là quand même cet affect. Alors clairement, là aujourd'hui, je suis heureux d'aider les photographes et j'ai appris à les connaître et je les aide et ça fait super plaisir de les aider. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est le fait de monter un business en fait. Tu vois, c'est moi mon plaisir. Demain, je lance le même business mais pour je sais pas moi, pour des pompes mortuaires. Au final, ce que j'aime, c'est tout ce côté entrepreneurial, c'est dire on commence de zéro, nouveau projet, on va imaginer la bonne solution, on va la mettre, la développer, la lancer, avoir les premiers retours d'utilisateurs et puis l'améliorer par rapport à ses retours. C'est ça, c'est tout ce processus. Moi, je suis amoureux de ce processus-là en fait. Alors c'est clair, si derrière, bien sûr, si tes clients, c'est une cible que tu adores et c'est ta passion, c'est génial parce que là, tu as réussi à mêler les deux passions ensemble et ça fait un feu d'artifice. Mais c'est pas grave non plus. Je veux dire, moi, par exemple, ma plus grande passion dans la vie, c'est en dehors de ma femme, etc. C'est la planche à voile et c'est le surf. Bah, je sais que c'est une niche pourrie pour y lancer un projet. Je sais qu'il y a très peu de chances que j'ai gagné 30K de MRR dans cette niche-là. Il y a même pour moi quasiment zéro chance. Ben voilà, je vais pas aller plus loin et je vais me dire, bah ok, ça serait un rêve, oui, pour lancer un projet pour les surfeurs et pour les windsurfers, mais au final, à quoi bon, quoi? Autant aller sur un vrai projet qui me rapporte directement de l'argent et où je prends quand même beaucoup de plaisir, plutôt que d'avoir ce fantasme de vouloir tout allier, quoi. En vrai, ça prend beaucoup de sens avec le tableau qui est derrière toi, la photo. C'est une photo imprimée qui est derrière toi, hein. Et là, ça prend beaucoup de sens. Ok. Je réfléchis. Oui, en vrai, quand même. Tu vois, quitte à lancer un produit, tu préfères lancer quand même un produit pour les windsurfers que pour les gens qui polluent les océans. Tu vois, parce qu'il y a quand même, genre, il y a quand même des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais dans ton univers. Tu vois, et je pense quand même, même si c'est du pragmatisme de ta part de dire je veux pas m'attacher à la cible parce que tu veux pas te fatiguer à t'acharner à créer un produit qui va pas te rapporter d'argent, c'est ça? Ouais, clairement. Bah, disons en fait, le problème aussi, c'est que, et je le vois beaucoup avec Mature Dev, c'est que t'as plein de devs qui vont aller sur une idée et se lancer dessus parce qu'ils aiment la cible, justement, alors qu'ils avaient une autre idée où ils aimaient un peu moins la cible, mais que cette idée-là, elle allait marcher, tandis que la première idée dans ta passion, elle est vouée à l'échec, finalement, parce qu'il n'y a pas le marché ou parce qu'il n'y a pas un vrai besoin, j'en sais rien. Et au final, c'est ça, c'est arriver à se dire, OK, je me détache de ça, mais mon but, finalement, à Mature Dev, c'est quoi? C'est de dire, je vais gagner 10 000 euros d'MRR par mois, et comme ça, je peux vivre d'où je veux et travailler quand je veux, et j'ai une grande liberté, en fait. Bah, c'est ça l'objectif, c'est arriver à cet objectif-là, c'est ça que tu vas atteindre. Alors pour ça, bah, peu importe le moyen, en fait. Ce qui compte, c'est que tu lances un SaaS, mais peu importe que ce SaaS touche ta cible que tu adores, ou bien touche une autre cible que tu aimes un peu moins, mais au final, c'est pas grave parce que tu vas aimer le chemin, quoi, et le processus, quoi. Euh,
Du coup, imagine, tu peux, tu sais, un peu dropper Anthony comme sur Google Maps dans Street View, tu vois. Et tu peux prendre n'importe quel Anthony dans ta vie, tu vois. Tu peux le dropper n'importe quel endroit dans le monde, mais ce coup-ci, il va aller travailler dans une entreprise. Tu voudrais le dropper dans quelle entreprise, tu vois, genre une entreprise où il serait heureux, tu vois. Donc, si Anthony ne pouvait pas être indépendant et bosser sur ce qu'il veut, c'est ça. Si je devais bosser dans une entreprise demain, laquelle est-ce que ce serait? Ce serait une petite entreprise, une grosse entreprise, une entreprise en France, au Luxembourg, en Asie, aux États-Unis. Écoute, ça serait une petite boîte, mais pour moi, la situation géographique serait hyper importante. Donc, c'est-à-dire Ouais. que ça doit être une boîte qui est proche de la mer et de bons spots de surf ou de windsurf, et voilà, qui me permet en tout cas de vivre dans un endroit où ça me plaît. Parce que finalement, si tout ce que je fais pour être indépendant et être libre, c'est avant tout pour pouvoir profiter de ça, de ce sport-là, qui est un sport où tu dépends des conditions, où tu peux pas dire tous les samedis et dimanches, je vais jouer au tennis, tu vois, bah non, hein, le surf et la planche à voile, il n'y a pas de vagues samedi et dimanche, mais il y aura des vagues le lundi. Et donc voilà, c'est un job qui est bien situé et qui me permet des libertés, quoi. Ou si je dis avec un patron qui acceptera de me dire, bah écoute, tu peux bosser le dimanche si tu veux, je m'en fous, t'es pas là le lundi parce qu'il y a des conditions, tu peux un peu agencer ton horaire comme tu veux, quoi, tu vois. Moi, c'est ça, c'est un job qui au final me donnerait quand même certaines libertés que j'ai grâce à mon statut indépendant. En vrai, ça existe, hein, ce genre de job en salarié. J'ai un ami, il est salarié et il passe la moitié de sa vie à Tenerife, hein. Ben voilà. Donc, C'est... ouais. Donc voilà, clairement. Mais moi, c'est le seul job qui me conviendrait. Si j'étais pas dépendant, c'est le seul job qui me conviendrait. Je prends toujours l'exemple de mon meilleur pote qui est chauffagiste. Il fait de la planche à voile aussi. Bah, il est dégoûté parce que le lundi et le mardi, moi, je suis sur l'eau et lui, il est sa gueule au boulot et ça le déprime, quoi. Et ça me fait, j'ai mal au cœur pour lui, hein. Et d'ailleurs, je lui ai déjà dit, écoute, pourquoi tu n'irais pas dépendant, change de job et d'ailleurs, il est en train de dépenser très sérieusement, mais voilà, quoi. Alors, en plus, chauffagiste, ça se fait en indépendant, en fait. Bah oui, clairement. Et il va, bien sûr. C'est pas comme si chauffagiste, c'était un job de salarié par excellence, quoi. C'est ça. C'est... Exactement. Non, je réfléchis. Mais alors, du coup, parce que c'est intéressant, parce que soit c'est une boîte qui est flex sur les horaires et qui permet le télétravail, du coup, tu peux vivre où tu veux dans le monde, soit c'est une boîte qui est au bord de la mer. Genre, tu pourrais vivre tu pourrais aller travailler dans une petite boîte qui est à Lisbonne, par exemple. Voilà, temps de midi, tu prends ta planche, tu vas surfer, temps de midi et ou avant le boulot, et au moins tu peux le faire quand même, quoi. Ça répond quand même à ce besoin de base, et parce que j'ai vraiment besoin de ça. Moi, si pendant 2 mois ou 3 mois je vais pas à l'eau, d'ailleurs là c'est le cas parce qu'à cause du Covid on peut plus voyager, on est complètement coincé en Belgique, et en plus il a fait hyper froid. Je suis vraiment en manque là, tu vois, je sens vraiment que je suis en mode hyper boulot là, je bosse comme un taré, ma femme commence à râler, j'ai besoin de déconnecter, quoi, tu vois. Et ce sport-là me permet vraiment de déconnecter. Alors, du coup, parce que un surfeur belge, il faut que tu aies des combinaisons assez épaisses, quoi. T'en as plusieurs, j'imagine, des combinaisons. Est-ce que tu peux me parler de tes combinaisons pour aller sur l'eau? Parce que forcément, t'as au moins des 5 millimètres, non? Ouais, clairement. Donc, en fait, normalement, une bonne année, je peux naviguer toute l'année. En janvier, en février, peu importe. Cette année-ci, c'est compliqué parce qu'il a fait -6, même sur la côte belge et ailleurs. Mais sinon, je vais jusqu'à, allez, en dessous de 5 degrés, ça devient trop froid en général. Donc, déjà, 5 degrés, quand t'as un bon vent, quand t'as 6-7 Beaufort, un vent qui vient du nord, des trucs comme ça, c'est bien, bien froid. Donc, quand tu tombes dans une vague et que tu te fais un peu brasser, bah, voilà, c'est clair que t'es bien rafraîchi, mais, ouais, grosse combi, évidemment, 5-6 mm, cagoule, des chaussons qui sont super épais aussi. Et juste les gants, je mets pas, les gants, c'est horrible parce que tu perds la sensation en planche à voile, tu as un wishbone, qu'on appelle ça. Donc, si t'as des gants, t'as une couche en plus et ça, tu perds toutes tes sensations. Donc, t'as les mains qui gèlent, ouais, ça c'est clair. T'as les mains qui gèlent. En vrai, je sais faire la planche à voile, hein. Bon, je sais que c'est un wishbone, y a pas de souci, je vois très bien. Ah, mais même avec des gants thermoformés, t'as jamais essayé? Non, en fait, ce qui marche encore le mieux, c'est des espèces de moufles, tu vois, mais que tu mets pas, tu les laisses juste au-dessus de ta main, mais tu mets pas dessus, comme ça, la paume de ta main touche ton wish, mais le dessus est couvert. Donc, à la limite, quand il fait vraiment très froid, c'est ce que je peux faire, mais. Ok. Alors, en vrai, parce que ma femme, elle fait du wake et je lui ai acheté des gants qui sont formés pour pour la barre. Ouais, c'est un nom pour le palon. Ouais, c'est ça, pour le palon. Et c'est vrai qu'elle aime pas les utiliser. Genre, dès que la mi-saison elle est finie, elle les enlève, tu vois. Mais ok. Et ok. En vrai, c'est important d'en parler parce que c'est ce qui rend Anthony heureux, tu vois. Et Anthony, développeur, il est heureux parce qu'il a du matos de surf et parce qu'il surfe. Donc, ce moment-là était important pour moi. Écoute, j'ai atteint presque le summum de mon bonheur là parce que j'ai acheté là il y a un mois j'ai acheté une villa à Fuerteventura aux Canaries et on va passer maintenant 3 mois par an aux Canaries. Donc là je suis en train de toucher mon rêve du bout des doigts. Le rêve absolu, ça serait d'y vivre ou de vivre en tout cas vraiment en bord de mer. Mais déjà 3 mois par an, ma femme a accepté ça, c'est déjà un très très bon pas en avant, quoi.
Ouais, j'essaie de convaincre ma femme parce qu'elle a un job salarié aussi et maintenant que le We Love Dev se passe en full remote, j'essaie de la convaincre, tu sais, qu'on va avoir un enfant. Je voudrais qu'on vive de manière nomade à vélo, tu vois, en fait, de Lille jusqu'à la Norvège. On peut faire ça, tu vois. Et on peut aller en Norvège à vélo et en étant nomade et en changeant de point toutes les 2 semaines. Son job lui permet pas de le faire, mais peut-être qu'un jour on pourra le faire, tu vois. Mais tu sais, attends, après je coupe ça, mais euh, je suis avec ma femme, en couple avec ma femme depuis 20 ans. On avait 15 ans qu'on s'est mis ensemble. Et mon premier objectif quand on s'est mis en ménage vraiment, ça a été de la transformer en indépendante. Parce que je savais très bien que moi, je pouvais pas avoir une femme qui était salariée et du coup être bloquée à ses seuls jours de vacances pour partir, etc. Donc moi, mon premier objectif, ça a été de la motiver et de tout faire tout au possible pour qu'elle devienne indépendante, quoi. Donc c'était calculé depuis longtemps, quoi, tu vois. En vrai, le Covid a changé les choses et maintenant dans les boîtes on fait du remote. Regarde, même nous à la base nous on est une boîte colocalisée. À la base, le truc qui rend heureux les gens chez We Love Dev, c'est de se retrouver au bistrot à côté du bureau, tu vois. Et ça on l'a plus, mais maintenant du coup on devient délocalisé, donc les gens ont changé de maison, etc. Et puis le bureau c'est plus un bureau avec des postes de travail, etc. Donc ça, les boîtes ont changé et même du coup la boîte de ma femme a changé parce que de toute façon les décideurs ils étaient à Paris et son bureau à Lille c'était un centre de coût. Donc là, je sais pas si demain ce sera possible, mais en tout cas ça va dans le bon sens, quoi. Et au Écoute, pire on peut changer, c'est probablement la seule bonne chose que le Covid nous a amené, quoi. C'est clair. Se rendre compte qu'on pouvait télétravailler, ça a comme des impacts énormes. On va pas entrer là-dedans, ça va être trop loin, mais c'est clair. Je veux dire, c'est quand même top de voir que le matin, les routes ne sont plus complètement bouchées avec des gens stressés au volant qui doivent arriver à l'heure, etc. Et alors que maintenant, les gens dorment un peu plus tard, peuvent bosser de chez eux, sont moins stressés avec leurs gosses. Pour moi, c'est le seul point positif, clairement, que le Covid a apporté, mais c'est un bon point. Et du coup, ça m'amène à ma question d'après. Là, dans les 10 prochaines années, d'après toi, qu'est-ce qui va changer dans le monde de l'IT ou qu'est-ce que toi, tu voudrais changer dans le monde de l'IT? Qu'est-ce que je voudrais changer dans le monde de l'IT? Bah écoute, moi je dirais c'est la. Je me suis fait. J'avais lancé un post sur LinkedIn qui a très bien fonctionné et où j'ai eu beaucoup de retours positifs et j'ai quelques personnes qui m'ont un peu clashé. Où en gros ça reprenait le gros cliché, tu sais, des gens de la tech. T'es barbu, hein, mais le barbu à lunettes qui reste derrière son écran, quand tu lui parles, il répond pas, etc. Et j'aimerais en gros que le monde extérieur change sa vision par rapport aux gens de la tech et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des gens enfermés, etc. Parce que je trouve que autant, tu vois, on parle des femmes, etc. Mais autant les devs, on a aussi cette image très, on a cette grosse étiquette sur la tête que beaucoup de personnes ont. Enfin, je veux dire, moi, ça m'arrive tellement souvent quand de rencontrer des gens qui me disent, ah, mais attends, toi, t'es un dev? Ah, et t'es sympa, bah, tu vois, ça arrive encore énormément et je trouve ça fou, quoi, tu vois, qu'on on est en 2021 et que les gens aient encore parfois cette image-là des devs et des tech en général, quoi. Tu sais que moi, je fais exprès, en vrai. Parce qu'en fait, imagine si je mets une chemise blanche, j'ai pas de barbe, et je pitch We Love Devs, les gens, ils vont se dire que je suis un entrepreneur qui a monté un job board pour gagner de l'argent, tu vois. Alors que si j'ai ma queue de cheval, mes cheveux longs, ma barbe, et que ma chemise, elle est un peu plus cheap, c'est pas une belle chemise blanche, eh ben, les gens, ils se disent, attends, c'est un développeur qui a monté un job board, et j'ai plus besoin de l'expliquer dans mon pitch. Mais genre, en vrai, je fais attention. Ça m'est arrivé de faire le même pitch que d'habitude, mais avec des vêtements différents et que le pitch marche pas, tu vois, parce qu'il a l'air pas sincère. Donc, je fais exprès. Mais en fait, c'est un vrai sujet parce que j'imagine que t'es pas fan de Star Wars aussi. Alors, c'est marrant que t'en parles. On vient de regarder tous les Star Wars avec ma femme sur les 2 derniers mois, là. On n'avait jamais regardé ni moi ni elle. On n'avait pas envie. Et là, on l'a regardé. Et si, j'ai accroché. Là, on va regarder la série maintenant. T'as commencé à quel, du coup, t'as commencé à l'épisode 1. Alors, j'ai fait en mode Disney Plus les a classés, tu vois, par ordre. Et moi, j'ai commencé. Du coup, j'ai pas retenu le numéro, mais c'est la version où Anakin est petit, etc. Là, tu sais. Donc, c'est quel numéro ça? Et en vrai, je pense que moi, j'avais d'abord regardé 4, 5, 6 quand j'étais tout petit. Je les avais vus à la télé ou en cassette, tu vois, et en tant qu'enfant, je trouvais ça trop chiant, tu vois. Et en les regardant dans cet ordre-là, ils sont plus agréables. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'était que, en fait, pendant un moment, il y a eu un long débat là-dessus. Ça a fait la une sur les journaux, en tout cas, sur les journaux qu'on lit nous. C'est que il y a une boîte dans la région déjà, qui fait un questionnaire de culture geek à l'entrée. Et t'as genre 10 questions de culture geek, tu vois. Et en fait, ça faisait un peu débat parce que ça donnait l'impression que les gens qui n'ont pas la culture geek sont moins compétents. Mais en même temps, en vrai, aujourd'hui, moi, je pense que si tu veux avoir une boîte où il y a que des gens qui ont une culture geek, c'est ok, tu vois. Et c'est pas grave, mais faut être à l'aise avec ça, tu vois. Faut être clivant, il faut l'annoncer dès le début. Faut juste pas que ce soit un truc que le candidat il apprend à la fin de l'entretien et qu'il se retrouve là en mode j'ai échoué là-dessus. Exactement.
Mais par contre, les recruteurs et les employeurs ont une valeur perçue plus faible d'un développeur qui est pas en costume, enfin qui est en costume, qui est pas fan de Star Wars, etc. C'est-à-dire que t'as l'air plus légitime en tant que dev si t'as une barbe, ou tu as plus facilement de la considération de tes pairs ou de tes clients, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu constates aussi, toi? Ouais, clairement, clairement. Et c'est marrant parce que moi, je suis complètement, je suis pas du tout le genre à mettre des chemises et même il y a un costume, etc. D'ailleurs, j'allais chez des clients chez Intoweb avec des contrats à 100 000 boules et j'étais en t-shirt. Et ma femme me disait, mais t'es fou. Je dis non, j'écoute, moi je vis en t-shirt et j'ai pas envie de mettre une chemise et un costume pour aller chez un client, même s'il est plus gros, peu importe. Et tu vois, ça. Moi, je suis complètement l'opposé de ça. Bah, voilà, je suis un surfeur, je suis blond. Là, j'ai des cheveux, voilà, tu vois, j'ai pas un poil sur sur le menton. Donc, je suis vraiment comme l'opposé du cliché du dev, si tu veux. Et voilà. Et du coup, j'ai oublié la question initiale, mais Ouais, ma question c'était, ouais, non, en fait, c'était même plus un constat. Genre, je dénonce le fait qu'on n'ait pas de considération pour les développeurs en fonction de leur apparence, alors qu'en fait, à la fin de la journée, on s'en fout. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est que tu crées de la valeur pour l'utilisateur et puis c'est tout. exactement, tout à fait. Et donc, si tu veux changer, ce que tu veux changer dans le monde de l'IT, c'est ça, c'est la considération pour les développeurs au-delà de leur apparence. Ouais, mais alors, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que j'aimerais que la vision des autres personnes change, mais ça veut dire que le dev doit changer aussi. Alors, de nouveau, on va prendre tous les devs sont pas comme ça, mais il faut que les devs, de nouveau, sortent un peu de leur zone de confort et s'intéressent plus aux autres choses de la boîte, le marketing, le support client, tu vois, et que les devs s'appliquent plus dans toute la vie de l'entreprise et pas juste le côté tech et pas parfois rajouter. Parce qu'il y a des devs qui aiment bien aussi. Il y a des devs qui aiment bien, quand ils ont une discussion avec un collègue, mettre le plus de mots techniques possible pour faire genre, je suis super intelligent, tu comprends rien à ce que je te dis. Ça aussi, malheureusement, ça existe. Il y a beaucoup de devs qui sont encore comme ça. Mais voilà, pour moi, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, quoi. Les devs les premiers et ceux qui sont autour aussi, quoi. Tu veux plus de communication et plus de considération entre les gens, peu importe leur background. Ok, c'est cool. Euh, pourquoi c'est dur de trouver un job où on est heureux aujourd'hui dans le monde? J'allais dire aujourd'hui en France, mais en Belgique aussi, en fait. Hein. Dans le monde francophone, dans le monde de manière générale, dans le monde de l'IT. Bah parce que je pense, enfin, voilà, ça c'est très personnel évidemment. Mais moi, c'est trop des jobs justement, trop grosses boîtes souvent. Moi je déteste les grosses boîtes, trop des grosses boîtes où t'as trop de réunions, où t'as trop de, combien de fois j'entends pas des potes qui se plaignent de leur supérieur, qui est compétent, qui est machin, tu vois, où t'as trop de couches voilà. Moi, c'est de nouveau ce manque de liberté, mais pas que de liberté pour vivre sa vie, mais manque de liberté sur son job aussi, tu vois. Et voilà. J'ai l'impression que c'est aussi être pressé comme des citrons en termes d'horaire. Souvent, je veux dire, t'as pas pressé tes heures, ça va pas. Alors que moi, j'ai jamais compris que deux devs, par exemple, soient comparés par rapport aux heures prestées. Enfin, je veux dire, moi, quand je suis arrivé au Luxembourg dans cette boîte-là, je savais très bien que techniquement, j'étais 3 ou 4 fois meilleur que tous les devs qui étaient là. Alors, on avait le même âge, on était dans la même école, sauf que moi, j'avais développé des tonnes de projets à côté, j'avais appris plein de techno parce que j'étais passionné depuis 15 ans. Et t'imagines qu'au final, je touchais le même salaire pour presser le même nombre d'heures. Tu vois, comment tu voulais que moi je sois heureux dans ce job? Tu te sens pas valorisé, quoi. Je veux dire, tu vois. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de moi-même, j'ai compris que, bah voilà, je travaille 4 fois plus vite que les autres, bah c'est pas grave, je travaille 4 fois moins. Donc je fais semblant de bosser sur mon ordi dans mon coin, au bureau, mais en fait, je bossais sur ma nouvelle boîte ou sur un autre projet, etc. Donc ouais, moi je trouve que aujourd'hui, on essaie d'être heureux dans son job parce que on croit trop que toutes les personnes sont les mêmes et qu'on peut les mettre dans le même job et au final, ben, on est tous différents, on a tous des besoins un peu différents et pour être heureux, on a tous des besoins différents. C'est un peu brouillon ce que je dis, je pars dans tous les sens, mais Non, mais je si, pense que tu as compris l'idée. Je vais essayer de trier les idées parce qu'il y a une idée sur le présentéisme. Pour le présentéisme, c'est l'enfer pour Anthony, ça c'est sûr. Parce que toi, du coup, alors ce qui est de bien, c'est que toi, t'as acquis, tu t'es libéré de cette nécessité d'avoir l'air productif. C'est-à-dire que t'es en train de surfer le lundi, le mardi, mais c'est pas grave, t'as créé de la valeur et tes logiciels ils créent de la valeur encore pour les gens. Ça, c'est Ça, c'est quelque chose que les entreprises ou et les développeurs, tous ensemble, on doit dépasser aussi, on doit apprendre collectivement. Clairement, ouais, clairement. Je pense que il faut arrêter dans notre monde de se dire, voilà, le boulot c'est 8-17 et tout le monde doit bosser le même nombre d'heures et le même nombre. Voilà, pour moi c'est complètement incohérent, ça n'a aucun sens. Enfin, on le sait tous sur une journée de boulot, combien est-ce que vous êtes productif combien de temps? Vous êtes productif pendant 8 heures, c'est pas possible. Un humain n'est pas fait pour être sur son ordi pendant 8 heures et c'est pas productif pendant 8 heures. Pour moi, c'est voilà, il faut arrêter
devoir se justifier, j'ai presté autant d'heures cette semaine, etc. pour faire ci, ça. Non. Le besoin, il est où? On doit développer ça, il y a besoin de ça, on avance, on le fait. Si tu le fais en 2 jours et qu'il y en avait 7 qui étaient prévus, bah, tant mieux, je veux dire. C'est pour ça qu'après, on doit taper d'autres features sur la tronche parce que tu as bien bossé. Finalement, ta récompense, c'est tu as bien bossé et au final, bah, on t'en remet plus, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. C'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. Chez Into the Web, du coup, les gens que tu avais recrutés, ils pouvaient bosser de manière assez libre comme ça? Alors, chez Into the Web, les gens, honnêtement, c'est assez marrant parce que moi, j'étais en mode, vu que j'étais le seul profil à devoir gérer les clients, etc., j'étais en mode où je laissais beaucoup de liberté. Donc, je laissais beaucoup de liberté. J'étais pas en mode, il faut, les gars, prester vos heures parce qu'on doit facturer le plus possible, il faut que ça fait le plus vite possible. Donc, moi, tant que fin du mois, je pouvais payer les salaires et que les clients étaient contents, j'ai jamais mis de pression aux devs, j'ai jamais forcé les horaires. Donc j'ai engagé un dev avec moi sur Photo Studio qui vient d'Into the Web d'ailleurs. Bah là récemment, je lui ai dit écoute, ton horaire tu le passes en 6 heures par jour quoi. Je lui ai dit je m'en fous, tu t'es pas obligé de bosser tes 8 heures, je préfère que tu bosses 6 heures et que tu sois productif plutôt que tu bosses 8 heures et le gars il est en train de refaire retaper sa maison, il aura très prochainement bientôt probablement un bébé. Je sais ce que c'est en tant que papa d'avoir un enfant en plus du boulot, etc. Et je sais qu'avoir 2 heures fin de journée où tu peux faire ce que tu veux, c'est super important pour ta qualité de vie, quoi. Donc oui, clairement, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et je l'applique là vraiment avec Mickaël, mon employé actuel, où je lui dis, bah voilà, tu bosses comme tu veux. Au final, il y a pas de règles, quoi. Surtout en hiver, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'heures de jour. Hein. Si tu passes les 8 heures de jour à travailler, en fait, tu profites pas du jour, en fait. Non, mais moi aussi, je vais me promener, hein. T'inquiète pas. Je non, retravaille. mais clairement, je veux dire, moi, je préfère avoir un dev heureux qui est heureux de bosser dans ma boîte et qui a des avantages qui lui permettent d'avoir une meilleure vie, plutôt que de le presser comme un citron et de le faire bosser le plus possible. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Et du coup, pas de CRA. Est-ce qu'il y a un ticketing, est-ce qu'il y a quand même un ticketing pour gérer comment tu gères les projets? Parce que moi, j'ai toujours trouvé que le ticketing, tu vois, je voulais aussi avoir le persona et avoir de l'affect pour lui, mais le ticketing m'empêchait de lui demander pourquoi il avait besoin de cette feature, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah... Comment tu fais, du coup? Est-ce que tu as un ticketing quand même? Comment le développeur que t'embauches sur Photo Studio, il peut poser des questions aux photographes quand même ou pas? Alors, chez Photo Studio, avec le dev, comment est-ce qu'on bosse? C'est au plus simple possible. Donc, c'est Slack et Trello. Franchement, on est deux à bosser sur le dev, donc on n'a pas non plus besoin de trop se faire chier. On a un groupe Facebook où les photographes vont mettre, on a 1700 photographes dans le groupe, tu vois, qui mettent des questions, qui mettent des bugs, qui mettent des trucs, etc. Lui, de lui-même, il peut aller piocher là-dedans, etc. Tu vois, ça lui permet, tu vois, d'avoir quand même de se rendre compte que s'il fait un truc et qu'il y a un bug, ça a un impact direct, tu vois, et il peut voir comment les clients se plaignent, il peut voir comment les clients communiquent. Donc oui, il fait pas le support, mais il est sur ce groupe et il voit tous les jours et de lui-même il va piocher les trucs, etc. et il corrige. Donc ça permet quand même de lui donner un peu plus de liberté. Après, l'avantage quand tu es dans un SaaS comme nous, tu as des revenus récurrents, on a une vision long terme, on se dit, bah voilà, on veut aller là. Moi, ce que je fais, c'est que je donne des grosses tâches et je lui dis, bah voilà, par exemple, on a un redesign à faire parce que Mickaël, c'est un peu une perle rare, il est quand même très très bon en design, il est très très bon en dev, franchement, il m'impressionne vraiment. Et je lui dis, bah écoute, voilà, redesign, pour moi, ta carte blanche, quoi. Tu bosses sur le redesign quand tu veux. Moi fin d'année, je veux qu'on lance une version de la plateforme redesignée, mise à jour, etc. Tu bosses dessus quand tu veux, tu avances à ton rythme là-dessus, on fait des poids, tu montres ce que tu as fait, etc. Mais il a une liberté totale par rapport à ça. Tu vois, ça, c'est des grosses tâches auxquelles il a une grosse liberté. Et puis après, il y a ces petits tickets où il y a des bugs, des choses urgentes à régler. Et là, bah, évidemment, ça passe prioritaire. Mais une fois que les trucs urgents sont réglés, ça peut arriver qu'il y ait une semaine à bosser en mode roue libre complètement sur ce redesign, par exemple. Tu vois. Ouais, nous, on appelle ça un chantier. On ouvre un chantier. Et du coup, effectivement, les devs vont faire une maquette et vont essayer de réfléchir à ça. C'est pour ça qu'on cherche des devs, du coup, qui savent faire des maquettes aussi. Ok. Moi, ce que je déteste aussi, dernière chose par rapport à ça, c'est j'aime pas lui dire, écoute, voilà qu'il y a des charges, je fais ça. Je lui donne les grandes lignes, je lui dis, écoute, on veut intégrer un nouveau module de voix d'SMS, par exemple, c'est ce qu'on a fait il y a pas longtemps. Bah voilà, les grandes lignes, il faut que ça fasse ça et ça. Après, je te laisse ta créativité réfléchir, tu vois, et il implémente sa solution lui-même, on teste ensemble, et puis moi, je fais ta marque, tu vois. Mais je lui dis pas exactement ce qu'il y a à faire. Je détestais, moi, quand j'étais dev, qu'on me disait, tu fais exactement ça, et c'est quelque chose que j'aime pas, parce que de nouveau, t'as l'impression d'avoir zéro créativité et zéro liberté.
En fait, j'ai déjà eu le cas dans des conversations d'entrepreneurs où un entrepreneur dit attends, mais c'est quoi le développeur là, il vient d'une école d'ingénieur et pourtant il sait pas lire mon cahier des charges. Et du coup, comment vous faites vous chez We Love Devs? Vous êtes des ingénieurs qui avez monté la boîte et tout. Je dis, mais nous, on n'a pas de cahier des charges. En fait, les devs ils utilisent GitHub comme un pense-bête en fait. Hein. Les tickets GitHub, c'est pour les trucs qu'ils vont pas faire tout de suite. Mais sinon, en fait, ils réfléchissent ensemble, c'est la conversation, et puis on n'a pas besoin d'écrire la roadmap, parce qu'en fait, d'ici qu'on a fini la feature qu'on va sortir dans 3 semaines, d'ici qu'on a fini la feature, sûrement que la feature d'après, ce sera pas la même bonne idée que maintenant. Et ça les rend fous, du coup, qu'on n'utilise pas de gestion des spécifications. Et d'ailleurs, pour moi, c'est là qu'un dev, comparé à dev junior et à dev qui a de l'expérience et qui est bon, pour moi, c'est le dev, au final, où tu auras le moins de remarques à faire. C'est-à-dire que tu leur as laissé la créativité, la liberté. Et de lui-même, je trouve qu'un bon dev, hein, il doit en plus réfléchir en termes d'ergonomie, etc., comme se dire, il faut que ça soit bien fait, que ce soit propre aux utilisateurs, quoi, tu vois. Et que ce soit pas un moyen de repasser sur le travail de Mickaël et de dire, écoute, ça c'est quand même pas clair, tu aurais dû mettre ça là. Et finalement, plus il progresse, pour moi, plus je suis satisfait d'un dev, c'est plus, moi, finalement, j'ai des choses à lui dire sur son boulot, quoi. C'est-à-dire que il a fait techniquement la bonne solution, mais aussi derrière, en termes d'utilisation, c'est propre et c'est bien pensé, quoi, tu vois. Ok. Avec Nicolas et Marcy, on est en train d'écrire un livre qui s'appelle le Handbook de We Love Devs, le guide ultime pour être heureux dans l'IT, d'après We Love Devs et d'après nos invités. Si on veut retenir dans cette recette un ingrédient de Anthony, on va dire. Je sais le dire, ton nom, mais je l'ai raté. En plus, en vrai, je suis sûr que je l'ai dit bien, mais je me suis inhibé tout seul. Si on doit retenir qu'un seul ingrédient de ta recette et qu'on doit te citer dans le livre, tu veux qu'on retienne quoi? Genre, on met ton nom à côté et on marque, genre, mon secret pour être heureux, c'est... La liberté, ouais, non, c'est la liberté d'office. Moi, dans ma vie, voilà, je fais tout pour être le plus libre possible, à tout point de vue, à tout point de vue. Tu sais que il y a une réunion tous les mardis avec Photo Studio, avec l'équipe Photo Studio. Ça me rend moins heureux parce que je sais que c'est tous les mardis à la même heure et au final ça me saoule. C'est une contrainte dans mon agenda et ça me saoule. Donc voilà, soyez le plus libre possible pour être heureux et je pense que ça convient à beaucoup de devs parce qu'au final la plupart des devs que je connais qui se plaignent c'est ça, c'est le problème de liberté et c'est hyper important dans la vie. Et un être humain pour moi il est fait pour être libre et pas pour être contraint par toutes ces règles d'horaire et de boulot et autres, quoi. Tu veux être libre de créer. C'est parce que c'est la finalité de ton besoin de liberté, c'est quand même de créer, j'ai l'impression. C'est c'est pas que, c'est aussi vivre la vie. Pour moi, pour être heureux, je dois pouvoir passer du temps avec ma fille, par exemple, tu vois. Et quand tu as un job classique, ta fille, en général, tu rentres à 5h, 6h, et tu passes 1 heure avec elle, puis elle va dormir, et finalement, elle a 5 ans que t'as rien vu et t'as pas profité d'elle. Moi, ma fille, je passe plusieurs heures par jour avec elle, parce que simplement, je me suis donné la liberté dans mon boulot de pouvoir le faire, quoi, tu vois. Pareil pour la planche à voile, le surf et compagnie, mais ouais, une vie épanouie, pour moi, c'est une vie où tu peux consacrer quasiment autant de temps à ta famille et à tes passions qu'à ton boulot, quoi. Bon, en vrai, dans tout ce que tu as dit sur les 45 dernières minutes, moi, ce qui m'étonne énormément, c'est déjà le fait de revendiquer qu'un développeur, il crée, en fait. Moi, quand je suis arrivé dans ma première boîte, j'ai dit, attendez, nous, les développeurs, on est créatifs quand même et tout. Et franchement, Thibaut, il s'est moqué de moi. Genre, on est allé au resto après, fait, les développeurs, on est créatifs. Comme ça, je l'aime bien, Thibaut, mais il fait ça aussi. Et ça, en vrai, c'est nouveau que tu le dises. Enfin, je veux dire, la majorité de mes invités, ils le disent pas. Tu vois, donc je suis content que tu l'aies dit. Et je pense que ça te rend heureux de créer, en fait. Clairement. Clairement. Et j'irai même plus loin, c'est nous les devs, on est des créatifs, on aime résoudre des problèmes et c'est fou, mais créer ce podcast à la base, moi j'étais un dev, pareil, j'étais déjà pas du tout amené à créer un podcast. Et voilà, le fait de créer ce podcast, ça me donne un plaisir fou. Et c'est pas du code là, mais c'est quand même, je partage avec d'autres développeurs et je crée du contenu et ça me donne un plaisir fou aussi. Donc, Ok, c'est cool. En vrai, on a fini l'enregistrement. Moi, j'ai plus d'autres questions. Je suis content d'avoir passé ce temps-là avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour notre audience? Non, ce que je dis à tout le monde, c'est soyez heureux et prenez le temps de penser à vous et de pas laisser la vie passer. Vous réveillez pas dans 10 ans en vous rendant compte que vous avez juste passé votre temps à bosser dans votre job qui vous plaît pas plus que ça au final, que vos enfants ont grandi et que vous avez l'impression d'avoir raté votre vie. Je pense qu'il y a rien de pire que de se réveiller à 60 ans et de dire je suis passé à côté de ma vie. Alors j'ai pas 60 ans, j'en ai 35, mais je sais que je fais tout pour quand j'aurai 60 ans me dire, regarder derrière moi et me dire que je suis heureux de ce que j'ai fait et que j'ai eu une belle vie et pas que j'ai raté tout ce qui était essentiel. Et l'essentiel, ça reste la famille et vos proches et voilà. Tu sais que mon MacBook vient de me mettre le warning de fin de batterie. C'est que je commence à dire trop de conneries, il faut que j'arrête.
Non, mais c'est incroyable, genre je suis pas sur le secteur depuis le début. Mais en vrai, c'est trop bien. Bah écoute, en vrai, il y a pas de montage, hein, sur le podcast, je garde la séquence entière. Donc on garde cet enregistrement et ben merci beaucoup pour ton temps et pour ce point de vue sur le métier de développeur. C'était super cool. Bah écoute, avec plaisir, c'est très sympa. Merci beaucoup.